Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour cette émission qui sera en grande partie consacrée à la disparition d'une figure de la politique, du sport, du monde des affaires, Bernard Tapie, qui s'est éteint hier à l'âge de 78 ans des suites du cancer. Et vous le voyez, son visage s'affiche à la une de la quasi-totalité de vos quotidiens régionaux ce matin. Et le Club des territoires lui sera d'ailleurs entièrement consacré. Nous serons à Marseille, sa ville de cœur, celle où il a souhaité être inhumé. On retrouvera sur place Guilhem Ricaville, directeur des rédactions de la Provence, et Samia Ghali, l'adjointe au maire de Marseille. Et dans ce club, on sera en plateau avec Arnaud Benedetti et Yves Tréhard, qui l'a bien connu. Et dans quelques instants, on sera à Marseille avec Martine Vassal, qui est également avec nous, la présidente du département des Bouches-du-Rhône. Dans une demi-heure, notre invité politique, ce sera Stanislas Guerini, le délégué général de La République En Marche. Et dans quelques instants, le sénateur centriste Vincent Capo-Canellas. Bonjour, merci d'être avec nous. On parlera évidemment de Bernard Tapie avec vous, et notamment Bernard Tapie qui a grandi au Bourget, votre ville. On reviendra là-dessus avec vous, mais aussi on va parler d'une autre actualité. Puisqu'on commémorait ce week-end les 1 an de la tempête Alex, on s'en souvient, qui a dévasté les vallées niçoises. Et vous avez rendu il y a quelques jours un rapport qui alertait sur les baisses de crédit à Météo France qui pourraient empêcher de détecter plus tôt ces événements climatiques extrêmes. On en parlera longuement avec vous. Mais d'abord, on va regarder ensemble les repères de l'actualité de ce lundi 4 octobre. Il était l'homme aux 1001 vies. Bernard Tapie est décédé hier après un combat contre le cancer. Les hommages se multiplient dans la classe politique et dans sa ville de cœur, Marseille, où il a souhaité être inhumé. Sandra Cerquera. Son état de santé s'était à nouveau dégradé ces derniers mois. Atteint d'un cancer de l'estomac depuis 2017, Bernard Tapie est mort ce dimanche à l'âge de 78 ans. Chef d'entreprise, député, ministre, président de club de football, détenu, chanteur, acteur. En plus de 50 ans de vie publique, il a multiplié les expériences. Dans une lettre d'hommage dans le quotidien régional La Provence, Emmanuel Macron salue son énergie, source d'inspiration pour des générations. Depuis l'annonce de la nouvelle, des dizaines de personnes sont venues déposer des fleurs à son domicile parisien rue des Saints-Pères. Devant le Vélodrome de Marseille où une chapelle ardente sera dressée cette semaine, des centaines de supporters de l'OM, des personnalités publiques et politiques se sont aussi rassemblés. Tapie, ça a été un grand monsieur pour moi, il m'a fait vibrer comme il a fait vibrer des membres de ma famille. C'est à Marseille, ville de cœur de Bernard Tapie, que se tiendront vendredi à 11h les obsèques à la cathédrale de la Major. Une messe sera également célébrée à Paris mercredi. Dans le reste de l'actualité, ce rapport qui va faire du bruit, celui de Jean-Marc Sauvé, le président de la commission indépendante sur les abus sexuels au sein de l'Église. Le rapport sera dévoilé dans son intégralité demain, mais on en connaît déjà les premiers chiffres. Flora Sauvage. C'est un document accablant. Selon le rapport Sauvé sur la pédophilie catholique qui sera dévoilé mardi, près de 3000 pédocriminels auraient sévi au sein de l'Église depuis 1950. Après 2 ans et demi d'enquête, la SIAZ, la commission indépendante de recherche sur les abus sexuels dans l'Église, va présenter ses travaux à une conférence réunissant les évêques de France. Un rapport de 2500 pages au total, attendu avec impatience par les victimes. Il existait un système en ce qui concerne tous les actes, et il y a eu un système qui existait pour couvrir tout ce qui se passait. Plus de 100 000 mineurs seraient recensés. Le document fait la lumière sur les violences sexuelles commises par les religieux, mais il étudie également la manière dont ces affaires ont été traitées. Et il évalue les mesures prises depuis 20 ans. Mais il laisse une large part à la parole des victimes qui attendent une reconnaissance individuelle des abus subis au sein de l'Église. Les élèves d'école primaire ont le droit d'enlever leur masque ce matin dans 47 départements, ceux où le taux d'incidence est inférieur à 50. La liste de ces départements sera revue toutes les semaines. Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle pour la 3e fois d'affilée. Hier, il a lancé sa campagne avec un slogan « Sauvons la France ». Dans son discours, il n'a cité ni Marine Le Pen ni Éric Zemmour. Il a en revanche attaqué Emmanuel Macron, qu'il qualifie de marionnette du système. On l'écoute. Leur posture de gauche, de droite, camoufle une pensée unique. Ils ne croient plus en leur fort intérieur, en une France libre. Ils considèrent la France comme une euro-région, une sorte d'État américain
une sorte de Länder allemand, dont il rêve simplement d'être le gouverneur de façade, la marionnette d'institutions supranationales, d'intérêts et de puissance financière. Tension entre la France et l'Algérie. Après le rappel de son ambassadeur samedi, Alger interdit le survol de l'espace aérien aux avions militaires français en cause d'une phrase prononcée par Emmanuel Macron sur l'Algérie. Il a parlé d'un système politico-militaire qui s'est construit sur une rente mémorielle. Et puis attention aux pluies diluviennes si vous habitez dans le sud-est et particulièrement dans les Bouches-du-Rhône, placées ce matin en vigilance rouge par Météo France pour un risque de pluie et d'inondation. Et puis un mot de sport pour terminer. L'Enfer du Nord portait bien son nom hier au terme d'une course dantesque marquée par la pluie et la boue. C'est l'Italien Sonny Colbrelli qui a remporté le Paris-Roubaix, la reine des classiques cyclistes. Il est venu à bout des pavés pour sa première participation. C'est donc Vincent Capo-Canella qui nous accompagne pendant cette première demi-heure. Rebonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes élu de la Seine-Saint-Denis, membre du groupe Union Centriste. On va bien sûr commencer en parlant de Bernard Tapie. D'abord, qu'est-ce que vous retenez, vous, de Bernard Tapie? Un homme hors norme, un self-made man, comme on dit en bon français, qui était touche à tout. Qui avait parfois des côtés un peu irritants au début, avec le symbole un peu des années fric, de la réussite un peu ostentatoire. Et puis quelqu'un qui a forcé le respect aussi, parce qu'il a mené des combats, combats contre l'extrême droite, c'était une constante, je crois, de sa vie. Et puis une réussite personnelle, un côté touche à tout qui ose, qui a du toupet. Et puis sur la fin, évidemment, un combat contre la maladie qui a forcé le respect de chacun. Un homme qui est apparu un peu en vérité, avec une sensibilité, une générosité, qui a su capter l'attention des Français. C'est pas si simple comme ça, de débarquer en politique et de capter l'attention, parfois avec de l'électricité dans l'air, avec ces moments où il a, quelque part, entre guillemets, agressé les électeurs du Front National, mais il a su aussi dire des vérités. Et puis, c'est singulier d'aller au théâtre, d'être un homme de succès comme ça, de s'exposer dans sa vie publique et privée. Je crois qu'il a marqué les Français, il nous a accompagnés pendant plusieurs générations, en fait. Ouais, on va parler de Bernard Tapie et de Marseille dans quelques instants. C'est sa ville de cœur. On va y aller avec Martine Vassal. Mais Bernard Tapie, c'est aussi la Seine-Saint-Denis et votre ville du Bourget, Vincent Capo-Canellas, dans laquelle il a vécu quand il était jeune. Oui, alors c'est assez singulier parce qu'en fait, Bernard Tapie habitait avec sa famille dans un petit logement qui est sur un passage piétonnier qui mène au stade de football, en fait. Donc, vous voyez, c'était déjà un peu les prémices. Voilà. Et il a marqué, il est revenu quelques fois, notamment les plus anciens qui en parlent encore avec les yeux qui brillent, les éducateurs. Je me souviens de Lucien Legrand qui est un personnage au Bourget, qui était l'ancien gardien du stade de football et qui était investi déjà dans l'encadrement du foot à l'époque, qui en parle avec Donc il a laissé beaucoup d'amitié. Voilà, c'était déjà quelqu'un qui marquait et qui avait une volonté. On va aller à Marseille, puisqu'évidemment Marseille c'est la ville de cœur de Bernard Tapie. On retrouve Martine Vassal. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la présidente du département des Bouches-du-Rhône, présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Martine Vassal, Bernard Tapie, il est indissociable de cette ville de Marseille? Oui, tout à fait. Il a marqué cette ville, il a marqué notre département, il a marqué la France. Donc d'abord, mes premières pensées vont à sa famille, parce qu'il était très très attaché au clan familial. Et donc je pense très fort à Dominique, son épouse, puis à ses enfants et ses petits-enfants. Il va nous manquer à tous. Et en tout cas, c'est un homme qui nous aura beaucoup marqué et qui restera toujours au plus profond de notre cœur. Vous n'étiez pas du même bord politique que lui, hein. Est-ce que vous l'avez côtoyé, vous, Bernard Tapie ? Oui, la première fois que je l'ai rencontré, c'était il y a longtemps, c'était en 1987, quand nous étions dans le monde de l'entreprise, lui et moi. Et puis, il était déjà précurseur, il avait déjà une vision de l'entreprise qui était déjà très moderne. Et donc, moi, je le connaissais bien, je l'avais régulièrement, dernièrement en ligne, malheureusement, parce qu'il ne se déplaçait plus. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a toujours été un visionnaire et surtout un grand battant. Et c'est un exemple pour beaucoup d'entre nous. Bernard Tapie, ça va rester évidemment le mythique président de l'Olympique de Marseille. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a laissé à Marseille? Qu'est-ce que vous retenez de lui?
Ah ben, la victoire de 93, hein, on était tous derrière notre poste ce soir-là. Et puis, ce qui il a fait vibrer l'Olympique de Marseille. Et puis après, la reprise du journal local. Donc, ça a été aussi quelque chose d'important. Donc, il a touché à tous les domaines. Je ne pense pas qu'il ait évité un seul domaine. Et à chaque fois, ben, c'est son cœur battant qui l'a fait réussir dans ses entreprises. Et en tout cas, sa volonté de bien faire les choses. Et comme le disait le sénateur, effectivement, c'était un homme de cœur. Donc nous lui rendrons hommage cette semaine et je pense qu'il y aura des hommages qui seront répétés et certainement il faudra réfléchir sur un endroit emblématique pour lui donner un nom pour que personne ne l'oublie. Ça veut dire que le département, la métropole, lui rendront un hommage particulier, au-delà des hommages qui sont prévus, bien sûr, et de la messe notamment qui est prévue vendredi, et de l'hommage au stade Vélodrome jeudi. Il y aura un hommage aussi du département de la métropole ? Oui, bien sûr, nous avons malheureusement été frappés par de nombreuses personnalités qui nous ont quittés récemment et donc nous ferons aussi un hommage. Nous réfléchirons aussi ensemble à ce que nous pouvons laisser au niveau du département des Bouches-du-Rhône en mémoire de tout ce que Bernard Tapie nous a apporté. On voit les images du Vélodrome hier, dès l'annonce de son décès. Évidemment, les Marseillais se sont rassemblés au Vélodrome, qui était un peu la maison de Bernard Tapie à Marseille. Est-ce que vous souhaitez que ce stade Vélodrome il porte le nom de Bernard Tapie, comme le demandent les supporters marseillais ? Oui, moi c'est une volonté, parce que c'est vrai que nous avons été, grâce à lui, à jamais les premiers. Et lorsqu'on est à jamais les premiers, il faut savoir rendre hommage. Hier, j'ai appelé à ce qu'il y ait une cérémonie très spéciale, pas tout de suite, mais dans les semaines qui viennent, en mémoire de Bernard Tapie. Et avec un peu d'espoir, j'espère bien qu'il y aura le nom de Bernard Tapie qui sera sur le fronton du stade Vélodrome. Merci beaucoup. Merci Martine Vassal d'avoir été avec nous ce matin pour nous dire ce que vous avez retenu, vous, de Bernard Tapie, l'homme qui avait Marseille au cœur. Hein. C'est d'ailleurs dans cette ville qu'il a choisi d'être inhumé. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. Bernard Tapie, c'était aussi un homme politique et c'était un homme qui parlait aux Français. Est-ce que c'était un homme qui parlait comme les Français, qui les représentait ? C'est aussi pour ça que sa disparition a eu tant d'écho hier ? Je crois qu'il savait casser les codes. Alors c'était toujours une prise de risque. Et il y a eu quelques moments un peu plus compliqués pour lui. Il y a eu un parcours politique un peu météorique au gouvernement. Hein. Il est rentré 2 fois, quelques mois. C'était assez bref. Mais il a marqué par une volonté de secouer l'établissement, comme on dit quelquefois, et puis d'essayer d'apporter des solutions concrètes. En fait, il parlait vrai. Alors après, entre la parole et l'action, il y a parfois une petite distance, mais je crois que c'est quelqu'un qui avait cette envie de s'adresser à chacun. Bon. Alors après, il a mené des combats qui étaient parfois un peu téléguidés. Je pense aux élections européennes de 94, où il a été le missile armé contre Michel Rocard. Téléguidé par François Mitterrand. Quelque part, beaucoup l'ont dit. Et donc là, sans commentaire là-dessus, c'était plutôt une affaire politicienne. Voilà. Mais je crois qu'il a eu cette constante, c'est-à-dire de rappeler aux Français que le Front National n'était pas la solution et que les discours de haine, les discours de ressentiment, c'était pas la bonne vision. Et je crois que Bernard Tapie croyait en une France qui devait être une France moderne, industrielle, de réussite. Voilà. Il a incarné ça d'ailleurs au tout début, hein, avant d'être véritablement politique. C'était un peu la réconciliation des Français et de l'entreprise. Et ça, c'est un message aussi qui reste. Ouais, est-ce que c'était aussi un peu la réconciliation des Français entre eux, Bernard Tapie ? On se souvient, il s'est exprimé au moment de la crise des Gilets jaunes. Est-ce que finalement, il représentait une partie de cette France qui ne se sent plus écoutée aujourd'hui ? Il y avait une part de bon sens dans ce que disait Bernard Tapie, il faut le reconnaître, et encore plus, j'ai envie de dire, sur la fin, avec une forme de gravité. Et on savait qu'il était quelque part retiré de la politique, même si dans les 10 dernières années, il y avait toujours un peu la tentation de réintervenir d'une certaine manière. La politique lui a beaucoup coûté, quand même, hein, parce que c'est tout souvent aussi le début des ennuis. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a quelquefois traduit. Voilà, donc Tapie a porté ces messages-là. On va continuer à parler de Bernard Tapie, bien sûr, hein, tout au long de cette émission, Vincent Capo-Canellas. Mais d'abord, on va parler de l'actualité du Sénat et l'actualité du Sénat qui vous concerne. Ce week-end marquait le premier anniversaire de la tempête Alex. On s'en souvient, c'est cette tempête qui a dévasté les 3 vallées de l'arrière-pays niçois il y a un an. Vous avez rendu il y a quelques jours un rapport sur Météo France qui alertait sur la détection de ces événements climatiques extrêmes. On va en parler avec notre journaliste parlementaire, Audrey Vuettaz.
Oh, pardon. Allez-y, Oriane. Non, je le disais, vous allez nous parler de ce rapport de Météo France, parce qu'on l'a vu notamment ce week-end, qui a été à nouveau marqué par des événements climatiques de forte intensité. Et dans ce rapport, Vincent Capo-Canellas, c'est bien alerte sur le budget de Météo France en baisse. Exactement, et c'est ce que je m'empressais de vouloir vous dire, Oriane. Je vais vous montrer une image. C'est la carte de Météo France. La carte de prévision de Météo France au moment où la tempête Alex est arrivée l'an dernier sur notre territoire. On le voit, la vigilance était très haute autour des Alpes-Maritimes. Et dans ces prévisions, Météo France alertait sur des phénomènes qui risquaient d'être particulièrement intenses, des prévisions qui se sont avérées réalistes, on le sait, avec une tempête meurtrière. Mais cela aurait pu être pire si on avait rien vu venir, et c'est l'une des missions de service public de Météo France, prévenir les événements climatiques extrêmes et permettre aux autorités de mettre les populations à l'abri. Le problème, et c'est ce que vous relevez dans ce rapport, Vincent Capo-Canellas, c'est que l'institution financée par l'État voit ses crédits diminuer depuis une dizaine d'années, moins 20% de financement depuis 2013. À cela s'ajoutent des réductions de personnel. Il y avait 3345 personnes qui travaillaient à Météo France en 2012. Elles ne sont plus maintenant que 2736. Le maillage territorial se contracte aussi en 2022. Les 2/3 des centres départementaux qui existaient en 2011 auront fermé. Vincent Capo-Canellas, dans ce rapport, en fait, ce que vous dites, c'est on a dégraissé un moment et c'était normal, peut-être logique, mais là, on arrive à l'os et il faut stabiliser les effectifs, sinon Météo France ne pourra plus assurer ses missions. Et ces missions, elles vont encore plus loin que la simple prévision météo. Oui, et c'est ce qu'on redécouvre dans votre rapport. Tout le monde utilise Météo France, l'agriculture, le monde du tourisme, l'armée s'intéresse aux précipitations, aux incendies, aux chutes de neige, mais aussi à la pollution. 380 millions d'euros, c'est le budget alloué à Météo France. Et en fait, les bénéfices socio-économiques s'élèvent à près de 1,8 milliard d'euros. Météo France fournit aussi des informations pour les rapports du GIEC. Pour l'armée, je l'ai dit, pour le militaire, c'est un fleuron français. Quelles sont les pistes de ce rapport, du coup, Audrey ? Alors, on l'a déjà dit, stopper les coupes budgétaires, les réductions personnelles, parce que notamment, Météo France, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne avec des supercalculateurs qui sont capables de prévoir les précipitations à 500 mètres près, mais il faut des météorologues pour lire ces informations, des météorologues habitués au terrain et qui puissent interpréter et analyser ces données. Autre point, j'en ai parlé, les supercalculateurs, ils coûtent extrêmement cher et ils vont devoir être renouvelés à l'horizon 2025 avec un coût de 300 millions d'euros. Et vous préconisez de s'y prendre à l'avance pour éviter de se retrouver au pied du mur. Alors Vincent Capo-Canellas, une question, on l'a vu. Météo France, c'est le fleuron de la France. Pourquoi on n'investit pas plus ? Pourquoi l'État coupe ses dotations ? Alors, il y a une raison à ça, c'est que, on le sait tous, la France vit avec un déficit budgétaire qui est particulièrement important et on a du mal à maîtriser la dépense publique. Donc l'État a demandé à tous ses opérateurs de faire des efforts de contraction de la dépense. Mon discours, c'est de dire que maintenant, ça suffit et qu'on est allé assez loin. Lorsqu'on a baissé comme ça les effectifs d'un quart, ça ne peut pas ne pas avoir d'effet sur la qualité du travail qui est fourni. Et je sens que l'ensemble des salariés de Météo France sont quelque part un peu en souffrance avec cette crainte de ne pas être au point demain et au top. Et nous sommes encore à un excellent niveau de prévision. Nous sommes l'un des 3 ou 4 services météo parmi les meilleurs au monde. Ça, c'est une qualité. Mais attention, parce qu'à force de réduction, on finit par perdre de la capacité. Et on sait tous que la météo, bien sûr, ce sont des supercalculateurs. Bien sûr, c'est une puissance informatique. Bien sûr, ce sont des modèles météo. Mais que là, il faut que l'intelligence humaine aide à choisir, à interpréter, à comprendre. Tout à l'heure, on avait Martine Vassal sur l'antenne. Les Bouches-du-Rhône, aujourd'hui, sont en vigilance rouge. Mais les Bouches-du-Rhône, c'est tout un département. Quand vous allez de Marseille à Château-Renard, par exemple, aux confins d'Avignon, eh bien, vous vous rendez compte que là, il va falloir prévoir où aura lieu l'orage localisé. Aujourd'hui, on a à peu près une capacité de prévision de l'ordre d'1,5 km. Et demain, on va demander à Météo France de prévoir à 500 mètres. Et donc, il s'agit de déterminer, au-delà de la prévision un peu macro, si vous me passez l'expression, vraiment au niveau très local, à quelle heure, dans quel créneau, à quelle intensité,
et ça appelle une mobilisation. Donc ce que je dis simplement, mais ça veut dire que Météo France pourra pas aller plus loin que ce qu'il ne fait aujourd'hui, ou même ce qu'il fait aujourd'hui, si les coupes budgétaires se poursuivent, il ne pourra plus le faire. Ça veut dire qu'on est en limite et que Météo France pourrait décrocher si on continue. J'alerte parce que là, on va arriver sur le budget de l'année prochaine et il y aura à nouveau des coupes, il y aura à nouveau des emplois en moins. Au départ, on était sur 95 suppressions de postes l'année prochaine. On va, semble-t-il, me dit-on, arriver à 65 suppressions de postes. Je pense que ça n'est pas raisonnable. Et ça veut dire que la vigilance rouge, par exemple, qui a été lancée ce matin, peut-être que dans l'avenir, Météo France ne sera plus en mesure de la lancer? Ou en tout cas plus de manière aussi efficace? Ça veut dire que ce type de vigilance-là n'est plus suffisant aujourd'hui et qu'il faut mieux localiser, donner plus de délais au pouvoir public, parce que on accable souvent Météo France, mais c'est une chaîne. Météo France donne une alerte de prévision. Et derrière, il faut aussi contacter les maires, contacter les services de secours et donner une information à la population. Et ça, ce sont les pouvoirs publics qui le font à côté de Météo France. Mais c'est une chaîne. Et ce que je dis, c'est qu'il faut de la sensibilité. Le prévisionniste a un rôle incomparable. Et la connaissance des territoires. Un orage Cévenol, c'est pas la même chose qu'un orage sur le littoral marseillais. Voilà. Et ça veut dire qu'il faut avoir cette connaissance-là, être capable d'expliquer au pouvoir public, aux populations, donner une grille d'analyse. Et l'informatique ne fait pas tout. Audrey. Autre enseignement, dans votre rapport, on apprend que Météo France participe à l'open data, aux données libres et accessibles, et ça lui fait perdre de l'argent. Est-ce que c'est possible de nous expliquer? Oui, alors c'est un paradoxe parce qu'en fait, il y a une ouverture des données publiques. Il y a une loi qui a déterminé ça, et puis on ne peut pas être durablement à la traîne par rapport à ce texte-là. Et puis c'est un contexte mondial d'ouverture des données, mais ça veut dire qu'il faut quand même qu'on compense. C'est une moindre recette pour Météo France. Ces données sont fournies gratuitement. Ça génère une concurrence parce que certains organismes, notamment des start-up ou même les grands, les GAFAM comme on dit, se saisissent de ces données-là et quelque part les améliorent en faisant une présentation plus simple, plus marketing si je puis dire, alors que Météo France est resté un peu une maison d'ingénieurs, un peu austère. Et donc l'open data a fait que, moins de recettes. Deuxièmement, on fournit des données à la concurrence. Et troisièmement, curieusement, il faut investir plus pour assurer cette open data. Donc voilà, je dis que le gouvernement devrait compenser cette ouverture des données en donnant des ressources à Météo France pour au moins faire face à ses charges. Parce que c'est quoi le risque? C'est que finalement Météo France se fasse dépasser par les GAFAM Oui, c'est ça. Et puis simplement, c'est aussi un risque financier parce que ça génère des dépenses complémentaires pour répondre à cette obligation-là. Merci Audrey. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va parler de l'actualité de votre département de la Seine-Saint-Denis. Maintenant, Vincent Capo-Canellas, et on va aller à Saint-Ouen, au siège du Parisien. Retrouver Alexandre Arlot. Bonjour Alexandre. Merci beaucoup d'être avec nous, chef d'édition adjoint pour les éditions de la Seine-Saint-Denis du Parisien et à la une du cahier du Parisien Seine-Saint-Denis aujourd'hui. C'est la ville de Vincent Capo-Canellas, le Bourget, puisque les Jeux Olympiques de 2024 vont métamorphoser le Bourget. Effectivement, oui, on l'a pas fait exprès, mais la une de ce journal de lundi, donc le Bourget et les retombées économiques que les JO 2024 vont avoir, cette petite commune de Seine-Saint-Denis qui accueillera les épreuves d'escalade dans 3 ans. Alors on parle de l'agrandissement du parc des sports municipal, de la création d'un poumon vert, de la reconstruction de la piscine, une aubaine incroyable, nous dit le maire actuel du Bourget, Jean-Baptiste Borsali, qui explique aussi que les 3/4 de la ville vont connaître des travaux. Une source d'inquiétude aussi pour le directeur sportif du club de tennis local, dont les terrains s'apprêtent à être rasés pour être reconstruits. Donc on explique tout cela, et la question que je voudrais poser à monsieur Capo-Canellas, qui connaît bien cette ville, c'est de savoir si c'est un effet d'aubaine, si c'est une source d'inquiétude, ou si c'est les deux à la fois. Je crois que ce n'est pas un effet d'aubaine. C'est le fruit d'un travail qui a été engagé il y a 6 à 7 ans, lorsque nous avons choisi de nous inscrire dans la candidature aux Jeux Olympiques. Ça n'était pas une évidence. On avait travaillé sur le Grand Paris, on avait réussi à attirer 2 gares du Grand Paris Express, on avait monté un pôle aéronautique, et donc on s'est donné la légitimité pour candidater. On a travaillé avec nos grands voisins de pleine commune qui allaient accueillir le village olympique, et avec nos amis et voisins de la ville de Duny à côté, on a choisi d'unir nos forces pour rentrer dans ces candidatures avec un certain nombre d'équipements. Alors à l'époque, on avait le badminton et le volley, puis le badminton est parti. On a réussi à garder le volley, et puis un peu cyniquement, ce monde olympique répartit les sites, et à un moment donné, le volley est reparti, donc la nouvelle équipe a dû faire face à ça. Donc c'est un long combat qui est venu, donc pas d'effet d'aubaine. Voilà. En même temps, c'est une chance formidable. Après ce travail
de plusieurs années, de pouvoir rénover le parc sportif, en faire un poumon vert. On a beaucoup travaillé pour ça. Moi, je suis heureux que ça se poursuive. Et puis des équipements sportifs qui vont être rénovés. Voilà, 2 écoles qui devaient bouger, qui vont être refaites totalement en neuf, reconstruites totalement. C'est en cours. Donc voilà, la politique sur le terrain local, c'est du temps, c'est de la construction, c'est du travail. Et tout ceci vient maintenant à point, entre guillemets. On va parler d'une autre actualité qui est à lire ce matin dans le Parisien, Alexandre, c'est la mort d'Ibrahima et les maires d'Elila et de Bagnolet qui écrivent au président de la République. Oui, une initiative commune des 2 maires socialistes de ces villes qui effectivement ont pris la plume pour alerter le président de la République. Dans leur lettre, ils rappellent que Ibrahima n'est pas la première victime de ces guerres de territoire, qu'il y en a eu plusieurs depuis maintenant 3-4 ans, et demandent aussi effectivement l'aide de l'État, plus d'enseignants, une trentaine de polices supplémentaires sur le commissariat local. Ils expliquent qu'ils ont fait des choses, ils ont renforcé leurs effectifs de police municipale, ils ont embauché des éducateurs de quartier. Malheureusement, ça ne suffit pas et aujourd'hui, effectivement, ils sont amenés à demander l'aide de l'État pour que ces meurtres prennent fin. On va faire réagir le sénateur. Vous comprenez la démarche de ces maires d'en appeler au président de la République ? D'abord, c'est un drame terrible de voir un adolescent assassiné sur des guerres de bandes, des logiques dites de territoire où le simple fait d'habiter la commune voisine, un quartier qui n'est pas le même, de ne pas être forcément dans le même club, peut amener à des passages à l'acte comme ça. Il y a une banalisation de tout ça. Avant, c'était des bagarres et maintenant, ça se termine par quelque chose de terrible qui est des assassinats. Donc, il y a toujours une forme d'incompréhension parce que ce que nous essayons de faire les élus locaux, c'est de trouver la bonne réplique, si j'ose dire. C'est dans le dialogue, c'est dans la construction, c'est dans le vivre ensemble, comme on dit, mais le vivre ensemble, il est un peu perdu aujourd'hui. Donc, certes, il faut des mesures. Est-ce que impuissants, les élus locaux ? Alors, les élus locaux, les 2 maires appellent la République au secours un petit peu en demandant des moyens supplémentaires sur la sécurité, sur l'éducatif, notamment sur le sport, la culture. Il faut tout ça, il faut recréer du lien social, il faut surtout réapprendre le respect dans notre société et expliquer qu'on n'est pas dans un jeu vidéo. Attenter à la vie d'autrui, c'est un crime. Et c'est mettre des vies, des familles vraiment par terre. C'est dramatique. Il y a une perte de repères chez une partie de notre jeunesse pour vous ? Oui, je crois, manifestement. On voit bien qu'il y a une montée de ces violences-là. Avant, c'était des échauffourées, et puis maintenant, on arrive jusqu'au crime comme une banalité. Donc, évidemment, c'est toute la société qui doit se révolter contre ça et qui doit expliquer que respecter la vie de son voisin, la vie de celui qui vient de la ville d'à côté, c'est respecter aussi sa propre famille, c'est respecter la vie de chacun. Et ça, c'est ce qu'on a de plus précieux. Merci beaucoup. Merci Alexandre Arlot d'avoir été avec nous ce matin pour nous parler de l'édition de Seine-Saint-Denis du Parisien. On va regarder la une du Parisien. C'est Bernard Tapie, évidemment, à la une du journal ce matin. Bernard Tapie, le battant, 14 pages spéciales du Parisien consacrées à la disparition de Bernard Tapie. Merci Alexandre. Et à très bientôt. Un mot de politique pour terminer. On va parler de la présidentielle et de ce choix des Républicains de ne pas associer le centre au choix de leur candidat pour la présidentielle. Est-ce que vous l'avez compris, ce choix? Comment vous l'avez vécu? Moi, je le regrette. Ici, on vit au Sénat dans une majorité sénatoriale autour de Gérard Larcher, avec 2 présidents de groupe, Hervé Marseille, Bruno Retailleau, qui travaillent ensemble et en bonne harmonie. On est dans une logique de dialogue et de construction. Donc, je regrette que pour la présidentielle, les Républicains donnent le sentiment de se refermer. Et ensuite, j'ai un doute sur l'issue de ce processus qui paraît incertain. Je crois que la présidentielle vient vite et que maintenant, il faut se mettre en situation de trancher ce débat. Et puis, ça veut dire que nous avons quand même notre liberté. Elle arrive trop tard? Ah, bien évidemment. Je crois qu'on donne un spectacle aux Français qui n'est pas le bon, qui n'est pas celui qui est attendu. Il y a de la gravité dans la société française. On sort de la crise du Covid et on espère retrouver des jours meilleurs. Mais les vrais problèmes de la France reviennent et il faut être à la hauteur. Je vous ai coupé, mais vous parliez de votre liberté. Ça veut dire que vous envisagez d'avoir un candidat centriste propre à l'élection présidentielle? L'UDI, dont je fais partie autour de Jean-Christophe Lagarde, a annoncé que nous verrions à l'issue du processus interne de LR. À l'époque, on pouvait se poser la question d'y participer ou non. Ils ont répondu pour nous. Donc on va attendre que ce processus ait lieu. Ça veut dire quoi? Que ça va dépendre du choix du candidat?
Si c'est Valérie Pécresse qui est plus compatible avec les centristes, vous la rejoindrez. Si c'est un autre candidat moins compatible, vous irez seul? Ça veut dire qu'il faudra regarder ce qui sort de cette primaire-là, bien évidemment. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas exprimé encore de préférence, parce que tout ceci me paraît quand même assez incertain. Et ça dépendra donc du choix du candidat. Nous allons pouvoir en délibérer le moment venu. Mais ce que je souhaite, c'est surtout qu'au-delà du candidat, il y ait un discours qui s'adresse aux Français. Je trouve que donner le sentiment d'être dans la politique aérie, ça n'est pas la bonne réponse. Alors, l'un ou l'autre, on verra bien, mais surtout... ouvrons un peu les fenêtres, regardons la société française, elle bouge, les gens ont envie qu'on les rassure, la société doit évoluer, il faut être résilient, il faut être conquérant, la France a un avenir, je ne crois pas du tout aux idées de Zemmour et je veux les combattre. Merci beaucoup, merci d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure. Dans 20 minutes, le Club des Territoires sera entièrement consacré à Bernard Tapie. On sera à Marseille, sa ville de cœur où les hommages se multiplient depuis hier. La